C'est parti. Voilà, je suis ici au Boxing Squad, accueilli merveilleusement par Monsieur the Legendary Aldrich Cassata. C'est un honneur pour moi. Je suis très ému parce que non seulement c'est quelqu'un qui me soutient dans ce que je suis en train de reprendre actuellement, à savoir le podcasting, et c'est un homme généreux qui m'a accueilli ici au BGG, que je ne connaissais pas, hein, il y a encore 3 ans, je ne connaissais pas le BGG, j'ai découvert et j'ai complètement accroché. C'est Aldric qui m'accueille donc aujourd'hui. On va avoir une conversation très très particulière, je l'espère. Et surtout Aldric. Bien, bonjour à tous. Moi, je suis également très touché et très heureux de pouvoir participer au développement de ta chaîne parce que j'en suis avant tout un fan, hein, je te l'ai dit depuis le départ, j'écoute et j'y prête beaucoup d'attention et j'essaierai de répondre le plus sincèrement possible à tes questions. C'est super, super. Bon, habituellement on dit tiens, présente-toi un peu, dis quelque chose toi. Et là, c'est moi qui vais le faire. Si je fais une faute, tu me corriges. Aucun problème. Donc, Al, je me suis renseigné, je vois que tu es un passionné des arts martiaux. Tu as commencé à l'âge de 5 ans par du karaté traditionnel. Ensuite, Exactement. tu es parti sur le karaté un peu plus punch, un Kempo, tu as fait, tu as Exact. la ceinture noire. Tu es parti sur la boxe taille, tu as fait de la lutte. BGG, 15 ans à peu près de BGG, ceinture noire deuxième degré. Puis plus tard, tu as pris un peu de la boxe anglaise, parce que tu estimes que la boxe anglaise est bien compatible avec la lutte. Ouais. C'est ton approche, c'est ce que j'ai C'est entendu. exactement ça. Je peux très bien documenter, je suis surpris là. Ah, j'avoue que je suis Et surpris. donc, voilà, après, bien sûr, tu as une carrière professionnelle MMA. D'ailleurs, on va directement rentrer là-dedans. Je parle de cela, mais après, je vais dire pourquoi cette interview, pourquoi je te choisis toi comme interviewee aujourd'hui. Mais je vais revenir, parce que je regardais un match Ouais, de toi contre un certain McLean, c'était je crois en 2012-2013, c'est ça. et à la fin du premier round, tu avais le dos, tu avais la prise du dos, et tu étais en train de puncher. Je me disais, là, il doit trouver le temps peut-être trop court. Il aurait suffi de peut-être 3 secondes, 30 secondes après, et peut-être que le résultat aurait changé. Alors, par rapport à ça, Dis-moi. une question. Aujourd'hui, avec le recul, dans l'abord de ce match particulier, s'il y avait quelque chose à changer sur ta préparation, ta stratégie et ton entrée dans ce match, ce serait quoi? C'est vraiment impressionnant que tu mettes le doigt là-dessus parce que c'est un combat un peu charnière de ma carrière, si tu veux, dans la mesure où c'est une époque particulière, c'est une descente de catégorie pour moi, donc je descends dans la catégorie des 70 kilos, des lightweight. Je prends quand même un adversaire pour mes débuts en lightweight qui sort de l'UFC, c'est quand même la plus grosse organisation au monde. Je combats pas chez lui parce que le combat se passe en Écosse et lui est irlandais. Mais cela étant, c'est quand même un pays anglo-saxon, c'est plutôt plus près de chez lui que de chez moi. Et le combat est particulier parce qu'il est dans un climat assez tendu. Moi, je ne suis pas très fervent du trash talking et ce genre de choses. Et lui, il utilise beaucoup, on se clash un peu sur les réseaux sociaux, enfin bref, tout ce qui fait un peu partie du show, c'est le combat main event de cet événement. Et peut-être effectivement que de par son statut de UFC vétéran, je le respecte un peu trop moi à ce moment-là et je rentre pas assez dans. Je suis peut-être un peu attentiste sur le premier round, ce qui me coûte pas de le subir parce que je le reprends bien en fin de round, mais ouais, je pense que si c'était à refaire, je serais moins attentiste et je le respecterais un peu moins en sa qualité de UFC vétéran, tout à fait. D'accord, d'accord. Ah oui, c'est parce que ça m'a trotté dans l'esprit, je me suis dit, mais en réfléchissant sur la chose, tu sais, par exemple, j'écoutais une interview de George Foreman qui parlait de son combat contre Mohamed Ali en Ouais. 74 à Kinshasa, et il disait 20 ans plus tard, cette défaite l'avait plongé complètement dans la déprime. Alors, ton combat, c'est une victoire. C'est une Ouais, victoire, c'est une ce victoire, jour-là. effectivement. Donc, est-ce que tu estimes que on a, parce on entend souvent
on apprend toujours des défaites. Mais est-ce qu'on apprend des choses de la victoire? Ouais, tu sais, il y a des slogans. Moi, je suis dans le sport de haut niveau depuis l'âge de 5 ans, comme tu le dis, et j'en ai 40 cette année. À partir de là, j'ai entendu plein de trucs. Il y a ces fameux slogans, Pierre de Coubertin, l'essentiel est de participer, on ne perd pas, on apprend. Euh, je suis qu'à moitié convaincu par tous ces adages, pour la bonne et simple raison que une défaite, mentalement, notamment dans ces sports individuels que sont la boxe, le MMA, voire le kickboxing, ça t'impacte vraiment directement. Et c'est difficile de remonter la pente derrière parce que tu as été battu. Et je suis pas. Je suis qu'à moitié d'accord avec tous ces proverbes. C'est difficile de se relever d'une défaite. Le combattant, il a une carrière qui est éphémère, donc une défaite va avoir un impact et financier par rapport à sa valeur, par rapport à la bourse qu'il perçoit, par rapport à ses sponsors, et mental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, te relever d'une défaite, être capable de faire le vide et de dire que ce jour-là, tu étais moins fort, et pas se cacher derrière les diverses euh, raisons qu'on entend tous les jours, l'arbitrage. Des fois, c'est vrai, hein, cela étant, mais toujours on t'entend, oui, j'étais pas prêt, oui, j'étais blessé, c'est l'arbitrage. C'est compliqué. Avaler cette défaite, faire preuve de résilience pour pouvoir remonter ça, remonter sur le ring ou dans la cage, c'est difficile, ça impacte vraiment un combattant, donc c'est très difficile. Et je pense qu'on apprend plus d'une victoire dans la mesure où tu ne te caches pas derrière cette victoire. Tu dis, ok, j'ai gagné ce jour-là, mais est-ce que c'était perfectible? Est-ce que ma performance est exempte de tout reproche? Est-ce que celle-ci pouvait être améliorée? Si oui, dans quels axes? Je pense qu'on apprend plus de ce genre de raisonnement que d'une défaite. Ok, d'accord, c'est très intéressant parce que c'est un nom qui n'est pas souvent souligné, parce que bien souvent il est mis en avant l'histoire de la défaite comme quoi c'est là qu'on prend les meilleures leçons pour pouvoir Je ne suis pas progresser. persuadé. Et donc, ok, c'est très intéressant justement d'avoir ton point de vue Parce par que tu rapport à ça. sais, il y a Oui. ce côté mental aussi. Je veux dire, pour ça que j'aime bien ce que tu fais, parce qu'on parle de ça, de la perception des autres. Et aujourd'hui, un gars qui fait de la boxe ou qui fait du MMA, on ne va pas dire qu'il a peur des coups, c'est pas vrai. Sinon, il n'irait pas se battre et participer à ce genre de combat. Non, je pense qu'il a peur de décevoir. Je pense qu'il a peur de ce que vont penser les autres de lui et de sa prestation. Et c'est pour ça que c'est particulièrement compliqué de se relever d'une défaite. Parce que une victoire, quoi qu'on en dise, même si la performance en elle-même n'a pas été au rendez-vous, les gens que tu vas croiser ils vont te féliciter pour ta victoire. Et quand tu perds, bah, c'est très difficile. Quand tu revois les gens, ils sont eux-mêmes gênés du comportement qu'ils doivent avoir à ton égard. Ils ne savent pas s'ils doivent te dire que l'important c'est de participer ou que tu as été volé ou que tu aurais pu mieux faire. Donc c'est assez compliqué. Mentalement, c'est dur. D'accord, d'accord. En tout cas, de la part d'un champion comme toi, parce que oui, il faut le dire, c'est quelque chose qui permet de voir quels sont les enjeux C'est ça. post-fight, hein, ce qui peut se passer dans la tête du Mais tu combattant. sais, 80% du travail, il est mental, hein. Moi, j'en suis persuadé. D'accord, d'accord. Et dans la préparation d'avant, et dans la façon d'assimiler, et dans la façon de repartir à la salle après le combat, c'est que du mental. Waouh! Bon, c'est super, Al, parce que là, tu touches encore un point très important. Je pense qu'on aura le temps de l'aborder. Si, parce que Avec je sens plaisir. déjà que le temps va être court, parce que Non, tu as tellement de on va choses à prendre le dire. temps, il n'y a pas de souci. Alors, je vais revenir sur le pourquoi de cette interview. Le pourquoi de cette interview est que, par rapport à ma découverte du BGG, je ne vais pas faire trop d'espace là-dessus, j'ai pris en considération le fait que là, on est dans un cadre où, euh, concernant le BGG, sans rentrer trop dans les détails pour ceux qui ne connaissent pas, bon, il faudrait découvrir, c'est un cadre spécial où des hommes et des femmes viennent sur un tatami et se mettent en conflit. Et un conflit qui peut avoir une intensité moindre, moyenne et très forte. Et pour ces hommes et pour ces femmes, il s'agit de trouver des solutions concrètes pour résoudre ces conflits-là. On est suffisamment pris mentalement, émotionnellement et physiquement. C'est un endroit où il est très difficile de tricher parce que les choses sont vraies et on est réellement mis face à soi-même. Donc, par rapport à ça, je me suis dit, mais c'est incroyable. Voilà un terrain fantastique où les hommes et les femmes, sans qu'il leur soit dit quoi que ce soit de particulier à part tout ce qui est bagage technique, vont nécessairement se rencontrer avec eux-mêmes et pouvoir réaliser quelles sont leurs failles
et quels sont leurs points positifs dans leur vie au quotidien. Donc, je me dis, pour quelqu'un comme toi, qui tient cet espace, qui a donc de l'expérience, ça doit être très intéressant de pouvoir connaître justement l'impact du BJJ ou MMA sur les individus, que ce soit sur le plan personnel de croissance et surtout pour ce qui m'intéresse, la dynamique relationnelle. Quel est ton point de vue par rapport à ça? C'est intéressant, j'aime bien ta description. Souvent, j'entends aussi quelque chose qui me plaît assez également, c'est les échecs humains. C'est vrai que d'un point de vue stratégique, et le jiu-jitsu brésilien, c'est la version, je dirais, soft entre guillemets du MMA parce que c'est le même côté technico-tactique. Tu dois réfléchir sur différents aspects. En MMA, on va parler de boxe, de lutte et de sol, et tu dois adapter ça en fonction des qualités de ton partenaire. Là, ça va être un peu la même chose, même s'il n'y a pas de coup. Si le partenaire il est meilleur sur le dos ou au-dessus, on va devoir l'emmener sur un terrain qui lui est moins favorable. Et moi, ce côté stratégique me plaît beaucoup. Après, effectivement, on ne peut pas tricher, il faut s'investir. Les gens sont souvent à vif, du coup, parce que émotionnellement, ils sont, étant donné que c'est quand même un sport qui est fatigant, qui demande beaucoup de concentration, c'est, on a les personnes vraiment telles qu'elles sont. Euh, si ils n'ont pas peu de patience, si émotionnellement elles craquent assez vite, on s'en rend compte très vite. Donc il faut être vigilant sur le public qui vient participer à ces cours, que ce soit de MMA ou de Jiu-Jitsu. Et après, au quotidien, en principe, sur le papier, ça ne peut être qu'un épanouissement. La personne, elle doit pouvoir s'épanouir dans une discipline qui va lui permettre à la fois de pouvoir travailler sur son physique, mais également sur son mental, sur sa faculté de réflexion, sur ses capacités respiratoires, sur ses capacités musculaires et sa capacité à résoudre des problèmes. Mais ces problèmes-là, ils ne seront pas quotidiens, ils ne seront pas sentimentaux, ils seront en conflit avec le partenaire, un conflit positif, un conflit, on s'amuse, on est là pour faire des petits combats, ce qu'on appelle... Moi, j'aime pas trop le terme combat, je préfère le terme japonais de randori, parce qu'ici, on s'amuse à traduire littéralement, ça fait plus jeu-combat, tu vois. Le combat, ça fait un peu solennel, ça fait un peu duel, un peu, tu sais, comme à l'époque du Far West, et c'est pas ça qu'on fait ça dans... C'est dans la bonne ambiance, tu vois. Attends, je vais quand même m'opposer à ça. Pour avoir fait de l'aïkido ou on fait du randori, ça n'a rien à voir. Moi, je suis arrivé ici en débutant. C'est l'avantage qu'il y a des règles. Les règles, c'est quand on est sanctionné, on zappe, on dit voilà, on s'arrête, on recommence. Mais quand on est dans cette situation-là où on n'a aucune solution, aucune piste, c'est très suffocant rapidement. C'est-à-dire que, oui, effectivement, par rapport à d'autres sports de prévention, même comme le judo ou l'aïkido, bah, tu es projeté, tu n'es pas mis hors combat. Là, effectivement, la fatalité, entre guillemets, l'aboutissement du jeu brésilien, c'est que tu es hors combat. Hors combat. Même si j'aime pas trop, tu sais, souvent les journalistes, ils arrivent, oui, ils tapent en signe de reddition. Ah, non, pas jusque-là. Cela étant, si tu tapes pas, effectivement, tu peux mettre en péril ton intégrité physique ou t'endormir parce que on porte surtout un étranglement. C'est vrai que les mots ont un sens et il est certain que pour quelqu'un qui arrive et qui a fait des sports un peu plus soft, une personne applique surtout un étranglement, c'est où tu tapes ou tu dors. C'est clair, il y a une sentence. Exactement ça. Non, mais, c'est exactement ça. Mais regarde, c'est quand même un sport qu'on peut adapter aux enfants. À partir du moment où tout à fait. Tu dis, voilà, la soumission elle est engagée, on arrête tout de suite, on peut préserver l'intégrité physique. Mais c'est vrai qu'en adulte, ça va un petit peu plus loin. Tout à fait, tout à fait. Je suis... Alors, par rapport à cette idée de transformation dont tu parles, est-ce que tu as quelque part en esprit un exemple qui te frappe d'un individu que tu as vu peut-être ici, arriver ici et que tu as vu devenir quelqu'un d'autre avec l'expérience? J'en ai vraiment plusieurs, mais sincèrement, parce qu'il y a beaucoup d'élèves, d'adhérents ici qu'on a eu jeunes. On a eu bien avant leur majorité, ils sont arrivés à 15-16 ans. Alors, je ne vais pas rentrer dans le cliché tout de suite, oui, ils n'avaient pas de structure parentale, et ceci et cela, mais ce qui est certain, c'est que même s'ils avaient déjà une bonne éducation, une bonne structure parentale, ça t'apprend la remise en question, ça t'apprend le respect d'autrui, ça t'apprend des règles de vie en collectivité qui sont importantes, et même ça t'apprend
comme tu le disais, moi j'aime bien ce que tu dis tout à l'heure, c'est ne pas tricher. Tu ne peux pas tricher. Soit tu es bon, soit tu es meilleur que la personne, soit tu es moins bon. Et il n'y a pas d'autre. On ne peut pas se cacher derrière telle ou telle raison. Et la vérité, elle est sur le tatami. Donc je pense que rien que de devoir mettre à chaque cours, tu vas te remettre en question et tu vas soit être satisfait de ta performance, soit tu as été mis en échec par quelqu'un de plus gradé, de plus expérimenté. Et moi j'aime bien le mot résilience. Et il faut se dire, bah ok, j'ai été mis en difficulté à ce cours-là, bah, j'essaierai de faire en sorte que ça n'arrive plus en m'entraînant plus, en travaillant différemment. Et dans la vie de tous les jours, tu n'es pas confronté à un échec de façon si systématique. Tu vois. La vie de tous les jours, l'individu lambda, il va avoir 3 fois dans sa vie un risque d'échec. Il va à ses examens, le fameux bac, le permis de conduire, éventuellement un entretien d'embauche, et puis ça s'arrête à ça. Là, c'est à chaque entraînement. À chaque entraînement, tu as le verdict qui se met en place. Donc je pense que d'un point de vue évolution, adaptation mentale, c'est super intéressant. C'est super. D'ailleurs, pour rebondir là-dessus maintenant, sur un plan beaucoup plus pro, puisque toi, tu es coach de l'équipe de France en MMA, et que tu as donc des athlètes sous ta responsabilité maintenant pour leur devenir, etc. Est-ce que toi, par rapport à cet environnement mental, tu as des outils, des axes précis que tu utilises? Parce que j'ai entendu, tu disais lors d'une interview que toi, ce qui t'intéressait en tant que coach, c'était un rapport fusionnel. C'est-à-dire que tu n'étais pas le genre de personne qui se mettait dans un coin avec un sifflet, etc. Et que tu préférais les avoir en main, c'est-à-dire dans le sparring, pour pouvoir bien les connaître mentalement, psychologiquement et physiquement, pour pouvoir les accompagner. Effectivement, je ne sais pas si on peut presque interpréter ça comme une faiblesse. Moi, pour l'instant, j'ai besoin encore de toucher, c'est-à-dire que j'ai besoin de faire avec eux, de participer à leur entraînement de façon vraiment intensive. J'ai la chance que je suis encore en forme et que mon âge me le permet, mais des fois, moi-même, je me remets en question. Je me dis, mais ok, mais est-ce que dans 15 ans, tu auras la même faculté d'analyse si tu ne peux plus pouvoir sparer, c'est-à-dire mettre les gants avec eux ou faire du jiu-jitsu brésilien avec eux? Ça, on verra ce que j'arriverai à évoluer en ce sens. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai besoin. J'ai besoin de voir, de mettre les mains pour pouvoir sentir des faiblesses ou au contraire sentir des qualités chez mes sportifs. Tu parlais d'équipe de France, c'est un exercice plus difficile parce que quand tu pars en compétition avec la Team France, il y a 10, 15, des fois 20 combattants. Donc tu ne peux pas avoir le même rapport intime, entre guillemets, que quand tu vas coacher un seul combattant, que tu vas passer ta semaine avec lui à l'étranger pour préparer ce combat que tu prépares à la salle depuis 9 ou 10 semaines. C'est pas de l'abattage, mais on va dire que c'est plus difficile d'être précis et d'être aussi intime avec le sportif. Ça, comment tu organises les choses? Bah, en amateur, on connaît pas l'adversaire avant le tirage au sort, ça va plus vite. C'est plus un coaching sur la façon d'aborder la compétition en général qu'un coaching sur l'adversaire. On est plus sur un comportement général, tu travailles plus sur la pression en elle-même que sur l'adversaire parce que finalement tu ne connais pas ou peu l'adversaire. Alors quand tu emmènes un professionnel se battre, ça fait 10 semaines qu'on voit des vidéos de la personne sur ses combats précédents, qu'on a analysé un adversaire d'un point de vue physique, technico-tactique, le rythme, la capacité à envoyer des coups, la capacité à se déplacer, à se mouvoir dans l'octogone, le game plan qu'on va mettre en place. Et là, du coup, le coach, il a une responsabilité qui est hyper importante à mes yeux parce que au final, j'ai tout déterminé avec le sportif. J'ai fait sa prépa, sa fréquence d'entraînement, le game plan, la façon dont on va opérer dans la cage pour essayer de ramener la victoire. Donc là, il y a une remise en question qui est importante et si défaite il y a, c'est dur aussi. Je pense que c'est plus dur peut-être pour moi que pour eux. Je trouve que c'est quelque chose de très profond et très engageant. Parce que de ta personne, de la part de ces athlètes qui ont de l'espoir, qui ont aussi mis sur ton accompagnement pour pouvoir atteindre des résultats. Et je me dis, mais ça demande énormément de ressources. Je dis, alors, Al, où est-ce que tu te ressources pour pouvoir accompagner tous ces individus, ces hommes, ces femmes vers leur résultat? Où est-ce que tu prends, toi, tes ressources? Là, c'est un petit peu difficile. Habituellement, j'aime bien prendre un petit peu de temps pour moi,
J'aime bien la solitude, tu vois, pour essayer de réfléchir un petit peu. Bon, compte tenu du contexte actuel, de la légalisation du MMA, il y a pas mal de projets. C'est vrai que le travail que j'ai fait ces 10 dernières années pour développer le MMA sur la ville de Nice et sur mon club, le Boxing Squad, aujourd'hui, il est en train de se concrétiser par de nouveaux partenariats qui vont arriver, par l'établissement d'une structure quasiment professionnelle. Donc là, en toute honnêteté, j'ai pas beaucoup de temps. Force est de constater que le temps me manque. Mais habituellement, ouais, dans un autre contexte, moi j'aime bien. Il y a des choses que j'ai pas faites en jeune parce que j'en avais pas l'envie et pas le temps aussi, parce que je fais du sport de haut niveau depuis tout jeune. Mais c'est vrai que la lecture, la nature, c'est des choses auxquelles je touchais pas du tout quand j'étais gamin. Je suis un peu un enfant de ville et aujourd'hui, ça m'aide beaucoup à me ressourcer, D'accord, clairement. d'accord. Quand tu as du temps, tu peux Le aller peu de temps que t'adonner j'ai, à la ouais, j'aime bien. lecture et puis à la nature. Ok. Ouais. Ben, c'est important de savoir parce que vu l'activité que ça te demande et vu, comme tu l'annonces là, avec les partenariats qui arrivent, les responsabilités qui vont augmenter, je Ah, pense. c'est compliqué. Après, avant tout, c'est une passion. Tu sais, j'ai toujours, moi, lutté contre les idées reçues. Il y a 20 ans, quand je disais que le MMA, il n'y en avait pas en France. Ça existait à peine à l'étranger. Et moi, quand je disais à mes copains que je voulais vivre de ça et être professionnel de ça, alors, ils se moquaient pas de moi, mais tout le monde me prenait un peu pour un fou, parce que pour eux, c'était pas possible. Donc, je me suis battu dans un premier temps, mais c'était pas par rapport à eux, c'était ma conviction personnelle. Je me suis battu parce que j'ai voulu le faire. Le MMA, ça n'existait pas en France du tout, ni dans une version édulcorée, ni dans une version professionnelle. Ben, moi, j'ai quand même réussi à devenir combattant de MMA. Après, quand j'ai dit ben, je veux en vivre, pareil, tu vois, mais Alric, parce que tu sais, il y a souvent des gens, tu faisais référence à Foreman tout à l'heure, et quand tu écoutes Frazier ou d'autres grands boxeurs, ils l'ont fait parce qu'ils avaient faim. Euh, Parce que c'était leur seul moyen de subvenir à Oui, leurs bien sûr. besoins, de manger. Moi, c'est un cliché que j'entends, hein, mais c'est pas mon cas. Et moi, j'avais d'autres facilités, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans la sécurité rapprochée. J'aurais pu remplir mon frigo d'autres façons. Moi, c'est vraiment une passion. Une passion, et que ce soit le combat en lui-même, ou aujourd'hui le coaching et le management, c'est une passion. Je ne fais pas ça pour vivre, parce que c'est ma seule, entre guillemets, parce que souvent les gens disent, oui, mais c'est tout ce qu'il sait faire. Non, j'aurais pu, je suis persuadé que j'aurais pu performer dans d'autres domaines, mais c'est celui-là que j'avais envie de faire le matin, et puis j'ai cette chance, c'est de me lever le matin et de faire ce que j'aime. Même si effectivement mes journées elles font 14 voire 15 heures, je fais ce que j'aime. Donc ça n'a pas de prix, ça. D'accord. Mais faire ce que tu aimes, c'est une passion, c'est vrai, ça n'a pas de prix. Parce que c'est aussi là qu'on trouve sa liberté. Et aujourd'hui, toi, avec ce que tu fais, ce que tu aimes, quel genre de rayonnement tu trouves que ça a donné sur tes relations? Que ce soit professionnel ou que ce soit proche. C'est une question hyper compliquée. Déjà, d'une part, j'ai quasiment plus d'entourage extra-professionnel. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vis. Alors, je ne vais pas utiliser le terme en autarcie, on n'est pas non plus une secte. Cela étant, je passe le plus clair de mon temps avec mes gars, avec les gars que je coach, filles ou garçons. À partir de là, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Je pense que c'est quand même bien toujours de garder des attaches extérieures et des gens qui peuvent regarder ça d'un œil neuf et extérieur à ton activité. Moi aujourd'hui, ça c'est plus mon cas, parce que je passe tellement de temps entre les combats, les week-ends où on part à l'étranger pour les compétitions et l'entraînement quotidien, que je vis quasiment qu'avec les gens que j'entraîne et qu'avec les gens qui font partie de mon environnement direct ou indirect, c'est-à-dire sponsor ou athlète. Bonne ou mauvaise chose, je ne sais pas. C'est pas un choix, c'est pour l'instant une obligation. Je pense que oui, c'est un engagement qui demande ce genre de hauteur. Donc c'est pour ça que ça se passe comme ça. Pour l'instant, c'est ainsi. Donc les relations que j'ai, elles sont encore, elles sont pas fausses, mais elles sont du coup un petit peu hiérarchisées quand même, malgré tout, parce qu'il y a ce rapport coach-élève, il y a ce rapport un petit peu d'entraîneur et de sportif. Donc elles sont pas biaisées, je pense qu'elles sont réelles et naturelles, mais il y a cette barrière un petit peu. euh, on est sorti du cadre professionnel, mais elle y est quand même un petit peu, cette barrière. D'accord, d'accord. Ben, c'est comme une structure C'est qui ça, quand même emmène tous ces systèmes pour qu'ils soient exactement, stables. Sinon c'est un peu. D'accord, chaotique. tout à fait. Ok. Alors, c'est très intéressant. Moi, je voulais
poser une question par rapport au novices, les gens de tous les jours qui peuvent aussi écouter ton message. Quel est pour eux l'intérêt, par exemple, qu'ils auraient à plonger, ne serait-ce que pour un essai, à voir ce que c'est, de près ou de loin, euh, plonger dans le MMA ou le JJB, pour quelque raison que ce soit. Ben, premièrement, je pense qu'aujourd'hui, la grande majorité des gens a besoin de faire une activité sportive. On a une vie quand même qui est relativement stressante, avec bien souvent l'alimentation qui ne va pas avec, le stress qui ne va pas avec. Donc déjà, le simple fait de faire du sport, aujourd'hui, je regardais ça dans un article dernièrement, je crois qu'il y a près de 70% de la population qui n'en fait pas. Donc, déjà, sans même pas parler de la qualité des rapports et du MMA ou du Jiu-Jitsu, il y a déjà le fait de faire une activité sportive. Après, pourquoi celle-ci en particulier on va parler moi j'aime bien faire étape par étape. Avant même de parler de relations sur soi-même et de remise en question, on va parler du côté confiance en soi. Quoi qu'il arrive, quand tu fais un sport de contact, quand tu fais un sport de combat, tu es confronté à la gestuelle de ton corps dans l'espace et la façon de te mouvoir, et forcément, dans tes rapports, et je ne parle pas d'agression là, je ne parle pas de self-défense ni de quoi que ce soit, Okay. Je parle de rapports humains en général, Oui. ben, c'est des choses qui sont... Si tu prends la vie de salarié lambda, tu rentres peu en conflit finalement avec les gens. Ouais, oui, oui. Tu vois, aujourd'hui, dans notre vie, on préfère... Alors quand je dis courber les chines, il ne faut pas regarder ça d'un point de vue direct, mais c'est vrai qu'en général, quand tu es dans ton cadre professionnel, bah, tu ne vas pas en conflit. C'est très rare. Donc ces sports de préhension et de contact, ils te permettent déjà de comprendre ce que c'est qu'un conflit. Même si c'est un conflit amical, dans le cadre du sport, ça reste un conflit. On rentre en opposition avec toi et on ne va pas préférer laisser faire ou tourner le dos sur une incompréhension ou un état où on n'est pas d'accord l'un avec l'autre. Alors que d'un point de vue professionnel, je ne suis pas d'accord avec toi, est-ce que je vais aller te voir, je vais m'asseoir à côté de toi, je vais dire écoute, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, parlons-en, débattons-en. Non, dans la vie de tous les jours, ça n'arrive pas ça. Donc déjà, ce côté conflictuel, même si c'est positif, il est, je pense, intéressant, il va permettre l'épanouissement de la personne. Après, il y a ce côté maîtrise de soi, analyse, et puis rendu de copie, quoi. Comme je dis toujours, à la fin de l'entraînement, tu as une copie. Elle est bonne ou elle n'est pas bonne, mais il faudra s'arranger pour que la copie de l'entraînement d'après soit meilleure. D'accord, c'est très intéressant. C'est vrai, j'aime bien ce point que tu annonces par rapport au conflit qui n'est pas constant et puis finalement on n'ose pas dire les choses, on n'ose pas être soi-même, on essaie de passer toujours un peu sur le bas-côté. On se laisse faire, c'est pas grave. C'est pas grave, on verra la prochaine fois. Exactement. Ce qui n'est pas. Ici, on apprend un petit peu à se tenir debout. C'est ça, Voilà. je trouve que émotionnellement, c'est des nouvelles choses qu'on apprend par le biais de la pratique des sports. Tout à fait, c'est très inspirant. Sacré. Bon, alors, je vais te poser maintenant une question qui va nous emmener vers... parce que je sais que tu as des obligations, hein, et que tu m'offres de ton temps. Non, mais ça me fait très plaisir. Après, effectivement, on prépare des échéances importantes Je sais. sportives, mais c'est toujours un plaisir déjà de faire comprendre un petit peu notre passion, parce que là, je t'englobe avec moi. Je pense qu'on peut dire notre. Hein. Oui. C'est toujours d'essayer de faire comprendre ce qu'on ressent et pourquoi on le fait. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant quand même. D'accord. Si tu avais un message pour les détracteurs, justement, pour les personnes qui disent oh non, mais c'est pas possible, il ne faut jamais aller là-bas, ou si tu avais un message aussi pour les parents d'enfants, tu avais un message en fait pour le reste du monde, qui te tiennent vraiment à cœur, qui soient BGG ou pas. Non, mais vraiment, un message vraiment sincère. Ouais. Tu vois, Que serait-il? moi, déjà, la première des choses, quand je m'exprime sur un sujet, si je ne le maîtrise pas, je le dis. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose sur lequel tu es dans une discussion entre amis ou entre proches, tu dis, écoute, moi je vais te donner un avis, mais je ne suis pas du tout expert sur le sujet parce que j'ai pas vu, j'ai pas touché ni vu de mes yeux, ni touché avec mes propres mains. Ben, j'ai un avis tout à fait relatif là-dessus. Je pense qu'il faut essayer d'opérer de cette façon parce qu'il y a eu beaucoup de on-dit sur ce sport, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur les règles, sur la codification, sur la façon de faire. Et je pense que déjà, le premier message, c'est de
poussez la porte d'un dojo ou d'une salle, regardez par vous-même afin de vous faire votre propre idée sur l'ambiance qui y règne, les gens qui la fréquentent et ce qu'on y fait. Après ça, se faire sa propre opinion. Après, il y en a qui vont dire bah, c'est peut-être un peu trop physique pour moi, c'est peut-être pas assez physique, je veux quelque chose de plus engagé. Alors à ce moment-là, il faut passer au MMA plutôt qu'au BJJ. Mais quoi qu'il arrive, se faire sa propre opinion, voir les gens qui fréquentent la salle, échanger avec eux, c'est déjà à mon avis le premier message et le plus inspirant. Parce que je pense que les gens vont être rassurés. Ils s'attendent à mon avis des fois à voir des gens armés ou agressifs. Mais par rapport à ça, je tiens à souligner parce que dans mon expérience à moi, je sais que je suis allé faire un essai quelque part, ça n'a pas été convaincant, c'était un dimanche, je t'ai appelé, c'est toi que j'ai eu au téléphone, je ne savais pas à l'époque, je suis venu, c'est toi qui étais là, qui m'a dit c'est dans 30 minutes, etc. J'ai eu un accueil formidable, mais pas formidable par rapport à ça. Est-ce que tu as une recette spéciale pour tenir, parce que je trouve que l'atmosphère est très bonne ici. Est-ce qu'il y a une recette en tant que head coach pour tenir justement une sorte de foyer très vivant, très accueillant ici au Boxing Squad? Il y a une recette, alors c'est pas une recette miracle, hein, mais on est dans un milieu associatif où la pratique, c'est une pratique sportive. Cela étant, il y a des règles de vie évidentes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les années, je suis beaucoup plus à cheval là-dessus. C'est-à-dire que je ne vais pas hésiter à ne pas accepter ou à me séparer d'un adhérent si je me rends compte que sa façon de penser ou sa façon de se comporter n'est pas en adéquation avec la philosophie qu'on veut avoir ensemble ici, tu vois. Et c'est vrai, c'est peut-être des choses que je faisais pas assez au départ, tu vois. Après, c'est une remise en question constante. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis très regardant sur ça, effectivement. Il y a un code. Alors, c'est pas non plus une dictature. C'est s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, c'est pas pour ça que je vous dis écoute, t'es pas le bienvenu dans l'association. Et surtout, je suis pas le seul à décider. J'ai avec moi des cadres de cette association qui décident aussi. Mais c'est vrai que si on a un doute ou s'il y a le moindre problème, on est quand même beaucoup plus regardant et on ne va pas hésiter tout de suite se poser la question de dire ok, est-ce que cette personne correspond à notre philosophie, aux valeurs qu'on a envie d'inculquer aux adhérents et si ce n'est pas le cas, on va très vite s'en séparer et mettre le haut là-dessus. Bon, super. Al, je pense que notre temps est arrivé à son terme pour cet épisode en tout cas. Je te remercie sincèrement du fond du cœur parce que tu m'as dit allez on le fait. Moi ça me fait très plaisir. Et j'étais vraiment enchanté d'entendre. Je pense que ce n'est qu'une ébauche parce que il y a beaucoup de choses que je pourrais apprendre avec toi. Ça sent le Merci. Merci Al. Merci à toi. Je n'aurai pas la balle, toi. Mais ça me va très bien. Moi ça me va encore plus. C'est entre nous. C'est éviter de mettre ma main comme ça pour pas que je ça se fasse. Oh, ça. Vas-y, fais un peu. 1, 2, 1, 2. C'est parfait? Excellent. Excellent.